La seule chose que je peux vous dire sur cette histoire, c'est qu'elle mériterait un film ou un documentaire. Mais pour le moment, on n'a ni équipe, ni acteur, ni assez d'argent. C'est une histoire vraiment unique, surtout pour la personne qui l'a vécue et dont on va parler aujourd'hui. Il est journaliste, d'origine marocaine, mais vit aux États-Unis et il ne croit pas au djinn ni à la magie. Un jour, il va pourtant voir quelque chose qui va le faire changer d'avis. L'histoire d'aujourd'hui sera un échange entre ce journaliste et un autre homme qui va bouleverser sa vie. J'espère que cette histoire va vous plaire. N'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo autour de vous pour faire grandir notre communauté Frisson Réel. Je compte sur vous. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, c'est le moment de le faire pour ne pas rater les prochaines histoires. Installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle histoire. Je ne croyais pas à l'existence des djinns et de l'autre monde, ce qui m'a poussé à faire beaucoup de recherches sur ce sujet. Mon but était aussi de convaincre les gens et moi-même que tout cela n'existait pas. Jour après jour, je devenais de plus en plus convaincue que le monde des djinns n'était que des légendes. C'était ma façon de voir les choses, jusqu'à ce que je rencontre Akshay Sai. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré cette personne et quel rôle il a joué pour changer ma vision des choses. Une vision à laquelle j'étais pourtant fermement attachée et qu'il était très difficile de me faire changer. Avant tout, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yacine, j'ai 36 ans et je suis d'origine marocaine, mais née aux États-Unis. Mon père était marocain et ma mère norvégienne. J'étais fils unique et j'ai poursuivi mes études dans l'une des plus grandes universités des États-Unis. J'étais très douée dans mes études et je me suis spécialisée en journalisme, une passion qui m'habitait depuis mon plus jeune âge. En ce qui concerne Akshay Sai, rien qu'à son prénom, vous pourriez deviner son origine. Revenons en 1998, un samedi à 4h. J'avais une conférence à New York. En tant que journaliste très populaire, je faisais beaucoup d'interviews et de débats. Ce jour-là, j'avais une interview avec une personne qui connaissait beaucoup le monde des djinns et l'au-delà. Son nom était Kassim Sadani, et c'est lui qui m'a invité dans son émission qui s'appelait Métaphysique. Nous avons abordé et débattu de nombreux sujets intéressants. Pendant l'émission, un autre invité, nommé Issa Rahamat, un shir, nous a rejoints sur le plateau. C'est là que le débat a commencé. J'ai présenté des arguments très solides pour soutenir que l'existence des djinns et de la sorcellerie n'était pas possible. Cependant, le shir contre-attaquait constamment avec des arguments et des versets du Coran, montrant une grande assurance dans ses propos. Mais moi, avec mes études, j'étais certain que tout pouvait être prouvé scientifiquement et de manière rationnelle. Après la fin du débat, le shir est venu me voir et m'a dit « J'ai 2 mots à te dire. Ce que tu fais, c'est du shirk, car tu ne crois pas à la parole de Dieu. » Il faisait référence à mon rejet des croyances sur les djinns et le fait que j'avais nié un verset coranique, ce qui est mentionné dans un livre sacré. Avant que je puisse répondre, il s'est retourné et est parti sans un mot. Ce moment m'a laissé un pincement au cœur, car je n'avais pas l'intention de nier la religion ou d'être dans le shirk. Je parlais d'une manière générale de l'autre monde, affirmant qu'il n'existait pas et que c'était juste des légendes pour effrayer les gens. Je me suis dit que peut-être, parce qu'il sentait qu'il avait perdu le débat, il avait voulu dire ces mots pour se sentir mieux. Fatiguée de cette journée intense, et après l'incident avec le shir, je me suis dirigée pour ranger mes affaires et rentrer chez moi. Quelques minutes plus tard, alors que je pensais être seule, j'ai entendu une voix m'appeler. Une toute petite voix, comme celle d'une mouche. J'ai d'abord cru halluciner, et je n'y ai pas prêté attention. Mais peu après, une main s'est posée sur mon épaule. Je me suis retournée en sursaut, j'ai vu un homme, de petite taille, avec un point rouge sur le visage et vêtu de vêtements traditionnels. À première vue, on aurait dit qu'il était indien ou pakistanais. Il m'a souri et m'a parlé en arabe, un arabe médiocre mais compréhensible. Il m'a dit « Bonjour, je m'appelle Akshay Sai ». Je lui ai répondu par un simple bonjour et je me suis présentée à mon tour, lui expliquant que j'étais pressée et que s'il avait des questions, il pourrait revenir demain à l'université de New York où je donnerais une conférence. Mais il m'a interrompu pour me dire qu'il n'était pas venu pour poser des questions, mais pour m'inviter et me faire une offre qui, selon lui, allait me plaire. Intriguée par son assurance et la manière étrange dont il bougeait sa tête, j'ai posé ma main sur son épaule en lui demandant pourquoi il était si confiant. Il a retiré ma main et en me fixant, il m'a dit « Je suis venu ici pour t'inviter à partir en Inde.
si tu veux vraiment savoir si les djinns existent ou non. » Avant même que je puisse répondre, il a continué, me demandant de ne pas répondre tout de suite et m'a tendu une carte avec son numéro de téléphone, en me conseillant de rentrer chez moi et de bien réfléchir avant de prendre une décision. Puis, avant de quitter la pièce, il m'a prévenu que l'offre ne durait que 5 heures. En partant, il m'a laissé dans un état de confusion intense, plein de questions qui tournaient dans ma tête sans comprendre ce qui m'arrivait. Après l'étrange rencontre avec Akshay, j'ai tenté de me concentrer sur mes affaires, jetant sa carte à la poubelle pour oublier cette interaction perturbante. Malgré ça, son visage et ses yeux persistants hantaient mes pensées tout le long du chemin du retour. Dès mon arrivée chez moi, épuisée par les événements de la journée, j'ai pris une douche pour me détendre, puis je me suis installée devant la télévision. Par coïncidence, l'émission que j'avais présentée le matin même était diffusée à la télé. Alors que je la regardais, mon téléphone a sonné. C'était un message de Akshay indiquant qu'il restait 3 heures. Choquée, je me demandais comment il avait obtenu mon numéro. J'ai essayé de lui demander, mais sans réponse. Je me suis retrouvée donc plongée dans mes réflexions. J'ai éteint la télévision, je suis montée dans ma chambre pour réfléchir un peu plus. Devais-je vraiment envisager son offre ? Pendant que je pesais le pour et le contre, un autre message est arrivé, indiquant qu'il ne restait que 2 heures. À ce moment-là, je lui ai répondu avec sarcasme, demandant s'il avait un minuteur à côté de lui. Peu après, il a insisté, en disant qu'il restait 1 heure. Submergée, j'ai finalement accepté son invitation. Il a répondu qu'il aurait aimé entendre ça dès le début et m'a envoyé la localisation d'un café pour notre rendez-vous. Arrivé au café, qui n'était pas très loin de chez moi, mais dans un lieu que je n'avais jamais visité, j'ai vu Akshay assis à la première table. Il m'a fait signe de le rejoindre. Irritée, sans savoir pourquoi, je l'ai confronté directement. Que voulait-il exactement de moi et pourquoi cette insistance ? Sa réponse était calme mais ferme. Il voulait me prouver que toutes mes théories étaient erronées et que les djinns sont des créatures réelles, ayant existé bien avant nous. Il a insisté pour que je voie par moi-même en Inde et il a affirmé que ça changerait ma vision des choses. Assez frustrée, j'ai demandé pourquoi mon opinion le dérangeait autant. Il m'a expliqué que, en tant que personne influente, mes opinions influençaient beaucoup de gens qui, à cause de moi, niaient l'existence des djinns et de la sorcellerie. Il a soutenu que cette réalité surnaturelle était indéniable. Exaspérée, j'ai frappé la table et élevé la voix, demandant quel était l'intérêt de tout ça. Les autres clients du café se sont mis à me regarder bizarrement. Akshay a rétorqué que ma frustration prouvait mes doutes et que son seul but était de prouver l'existence de ces créatures juste à moi. Après une longue discussion, ses arguments et son assurance ont finalement commencé à ébranler mes convictions. Akshay m'a convaincu de partir en Inde avec lui pour explorer la question plus en profondeur. Rentrée chez moi, je me suis sentie plus troublée, mais aussi intriguée par ce qui pourrait m'attendre. J'ai préparé mes affaires, y compris mes caméras et tout ce dont j'avais besoin pour mon voyage. J'ai annoncé à mes parents que je partais en Inde pour le travail, puis je leur ai dit au revoir. Ensuite, je suis passée au bureau pour informer mes collègues que je partais faire un reportage en Inde. Akshay m'avait dit que nous logerions chez lui, à New Delhi, dans des zones où les gens croient fermement à l'existence des djinns et de la sorcellerie. Cela allait changer un peu notre routine habituelle d'interviews et de débats, car sur notre chaîne, c'est souvent les mêmes programmes qui passent. Mes collègues étaient très contents de cette idée, mais je ne leur ai pas dit que c'était aussi pour me convaincre moi-même de l'existence d'un monde invisible de sorciers et de phénomènes paranormaux. Akshay avait vécu des expériences hors du commun, et bien que j'avais des doutes sur ses dires, j'étais très curieux de voir par moi-même. L'Inde est un pays très différent, tant culturellement que religieusement, et très peuplé. J'avais beaucoup de réserves sur ce pays, mais j'ai décidé d'y aller pour me faire ma propre opinion. J'ai contacté Akshay pour lui dire que je venais avec mes assistants, y compris le caméraman. Nous étions 11 personnes en tout, et j'avais choisi des gens de confiance. Cependant, Akshay s'est énervé et a refusé, expliquant que sa maison était petite et qu'elle ne pourrait pas tous nous accueillir, d'autant plus que sa famille y vivait aussi. Après avoir reçu de nombreux arguments de sa part, je me suis excusée et j'ai proposé de trouver un hôtel pour la semaine. À ça, Akshay a répondu que si je pensais passer une semaine à voir des djinns, ce serait une perte de temps. Et il a raccroché, mais sans me laisser dire un mot. Alors, j'ai pris le temps de réfléchir. Pourquoi ne pas partir seule ? J'ai envoyé un email à mes collègues pour leur dire que le voyage était annulé à cause de la personne avec qui nous devions faire le documentaire. Ensuite,
J'ai rappelé Akshay pour lui dire que je serais seule. Il m'a conseillé de bien me reposer, car ce serait l'un des voyages les plus longs de ma vie. Effectivement, le trajet de New York à Mumbai dure environ 14 heures, puis il faut ajouter 17 heures de train de Mumbai à New Delhi. Je suis allée me reposer chez mes parents, car le départ était dans 2 jours et je voulais passer du temps avec eux. Le jour venu, j'ai pris mes affaires et mon matériel, puis je suis allée à l'aéroport où j'ai rencontré Akshay. Il m'a dit qu'il serait responsable de tout ce qui allait se passer et qu'il avait même payé mon billet d'avion. Sur le chemin, il a commencé à me parler de sa famille. Sa mère s'appelait Rama, ce qui m'a surpris car c'est un nom arabe. Il m'a expliqué que son grand-père maternel était marocain et sa grand-mère maternelle était indienne, tout comme son père. Il a 3 frères et sœurs. Ragun Sai, marié à une Bulgare nommée Sujemida, et des jumeaux de 20 ans et une sœur de 17 ans. Arrivé à Mumbai, fatigué, j'ai proposé à Akshay de prendre un hôtel, le temps de se préparer pour les 18 heures de train restants. Mais il a refusé, disant que sa famille l'attendait et qu'il ne devait pas arriver en retard car ce serait impoli. J'ai insisté pour prendre un avion de Mumbai à New Delhi pour réduire le trajet, lui rappelant que notre vol était direct et qu'il n'y avait aucune escale. Après négociation, il a fini par accepter et nous sommes allés à l'hôtel. Épuisée, je me suis endormie immédiatement dans ma chambre d'hôtel. Au réveil, j'ai cherché s'il y avait un vol de Mumbai à New Delhi et j'ai eu de la chance de trouver 2 places. J'étais ravie et j'ai dit à Akshay que nous devions nous diriger directement vers l'aéroport. Excitée à l'idée de réduire considérablement le temps de voyage, j'étais très heureux. Akshay, qui venait de se réveiller et ne comprenait pas toute la situation, s'est rapidement préparé. Nous avons rangé nos affaires et pris la direction de l'aéroport où nous avons trouvé nos places et nous sommes assis, prêts à partir. Nous sommes finalement arrivés à New Delhi, la capitale de l'Inde. Il faisait une chaleur étouffante. À peine sorti de l'avion, j'ai vu Akshay s'accroupir, ramasser de la terre et la passer sur son visage. Intriguée, je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Il m'a répondu que c'était une tradition locale. Sans insister, nous nous sommes dirigés vers la sortie des bagages où il y avait beaucoup de monde. Il y avait des gens de toutes nationalités, tous venus visiter l'Inde. Alors que je pensais encore au djinn, Akshay a pris ma main et m'a demandé si j'étais prêt à partir. Je lui ai répondu « Acha », ce qui signifie « ok » en hindi, et ça l'a fait rire. Nous avons commencé à marcher et j'étais surpris de voir que tout le monde voulait porter nos bagages. Les conducteurs de tuk-tuk se disputaient même entre eux pour nous approcher. Je ne comprenais pas ce qui se passait et Akshay, par un simple geste de la tête, refusait leur aide. Je lui ai demandé pourquoi ils étaient si insistants et il m'a expliqué, un peu énervé, qu'il proposait simplement leur aide. Nous avons attendu son cousin Radgar qui allait nous conduire jusqu'à chez lui. Pendant ce temps, Akshay m'a invité à goûter à des plats indiens populaires comme l'idli, une sorte de pain à base de lentilles et de riz, ainsi que d'autres plats comme le dokla, le biryani et le kolab jamun. Son cousin est finalement arrivé et nous l'avons salué avant de monter dans sa voiture pour nous rendre dans son quartier, à Frashbat. Tout le long du trajet, il parlait en hindi et je n'ai rien compris. 15 minutes plus tard, nous sommes arrivés à destination. En descendant de la voiture, j'étais choquée par la grandeur du palais où nous étions arrivés. Il semblait y avoir au moins 50 chambres. J'étais stupéfait et j'ai rapidement confronté Akshay sur le fait qu'il m'avait dit vivre dans une petite maison alors que nous étions devant un palais. Il a répondu que le palais appartenait à son père, pas à lui, et qu'il n'avait pas menti. Sa propre maison n'aurait pas suffi pour mes assistants et sa famille. Pendant que nous discutions, la famille d'Akshay est sortie. Ils étaient nombreux, comme une tribu, avec des grands-parents, des cousins, des oncles, leurs enfants et même des frères, sans oublier les femmes de ménage et les serviteurs avec leurs familles. Akshay s'est incliné devant son père, qui a posé sa main sur la tête de son fils, un geste de bénédiction traditionnel. Akshay a expliqué à son père que j'étais musulman et que mes traditions étaient différentes. Son père a accueilli ses paroles et m'a ouvert les bras pour me saluer. Il était très souriant et respectueux malgré le fait que je ne me sois pas inclinée pour la bénédiction. Ils m'ont tous bien accueilli et chacun s'est présenté à sa manière. Il y avait tellement de monde que je n'ai pas pu retenir tous les noms. Ils m'ont informé que ma chambre serait au 2e étage, un étage spécialement conçu pour les invités. La chambre était très spacieuse et très belle. Je suis allée directement à la salle de bain pour prendre une douche et je me suis endormie paisiblement. Peu après mon arrivée, alors que j'étais encore à moitié endormie,
Akshay est venu me réveiller. Fatigué, je lui ai demandé s'il pouvait me laisser me reposer. Mais il a répondu « Es-tu venu pour te reposer ou pour découvrir la vérité sur les djinns ?» Ces mots m'ont fait sursauter et je lui ai demandé s'il avait trouvé quelque chose. Il a répondu que c'était mon travail de découvrir et qu'il avait beaucoup de lieux à me montrer qui confirmeraient ses dires. Il m'a ensuite invité à faire un tour dans le palais. Je me suis changée et nous avons visité le palais. Il y avait de nombreux salons, une bibliothèque, une grande salle avec beaucoup d'œuvres d'art et au milieu, un grand terrain avec des arbres sculptés. Le domaine s'étendait sur environ 60 hectares et incluait une grande forêt. Voyant tout ça, je lui ai demandé ce que son père faisait dans la vie. Il m'a révélé que son père était le suppléant du président actuel de l'Inde, ce qui m'a totalement choquée. Je me suis alors rappelée de l'aéroport, où des gens se bousculaient pour venir nous aider, jusqu'à ce que la police intervienne pour que nous puissions partir. J'ai demandé à Akshay pourquoi il tenait tant à prouver l'existence des djinns. Il a simplement répondu que le jour où je saurai qu'ils existent, je comprendrai pourquoi il avait fait tout ça. Après ces mots, il a commencé à marcher, me laissant encore avec de nombreuses questions dans la tête, et je l'ai suivi. Nous sommes rentrés au palais, et Akshay est monté au 7e étage, tandis que j'étais logée au 2e. Dans ma chambre, alors que je continuais à réfléchir, quelqu'un a frappé à la porte. Juste au moment où j'allais ouvrir la porte, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Je devais absolument répondre, car ma famille voulait avoir de mes nouvelles. Pendant notre conversation, j'ai entendu un grand bruit, comme si quelque chose était tombé. J'ai dit à mon père qu'Akshay avait besoin de moi pour ne pas l'inquiéter. Après avoir accroché, je suis sortie pour voir d'où venait ce bruit qui avait soudainement disparu. Je me suis dit que j'allais vérifier dans la chambre d'où semblait provenir le bruit, pensant qu'il pourrait y avoir un chat ou une fenêtre ouverte à cause du vent. En ouvrant la porte, j'ai trouvé une chambre normale avec rien de particulier. Pensant que le bruit pouvait venir donc de l'extérieur, je m'apprêtais à fermer la porte lorsque j'ai entendu des bruits de pas au-dessus de moi. J'ai pensé que c'était peut-être les jeunes cousins d'Akshay qui jouaient. Ignorant le bruit, je suis retournée dans ma chambre, mais cette fois, il y a eu un énorme bruit, comme si quelqu'un creusait au-dessus de ma tête. Je n'ai pas pu dormir, et j'ai donc décidé de monter à l'étage pour demander à la personne qui faisait ce bruit de baisser le volume afin que je puisse me reposer. En montant les escaliers, j'ai remarqué une lumière très douce. Arrivé au 3e étage, j'ai trouvé un silence complet, comme si cette partie était abandonnée. Je pensais qu'il m'avait entendu arriver et qu'il s'était caché. J'ai décidé donc de retourner dans ma chambre, quand soudain, quelqu'un a jeté une balle rouge sur moi. Soudain, j'ai aperçu une ombre entrer dans une autre chambre, et j'ai rapidement couru vers celle-ci. Juste avant d'ouvrir la porte, j'ai entendu Akshay crier à l'étage « Que fais-tu ici ? Arrête-toi !» Je me suis retournée vers lui pour lui expliquer ce que j'avais vu, mais sa réaction était assez excessive et il semblait très énervé, une première depuis que je le connaissais. Il m'a fermement dit que je n'avais pas le droit de dépasser le 2e étage et que si j'avais besoin de quelque chose, je devais simplement appeler Sonable, la femme de ménage, qui me fournirait tout ce que je désirais. Il m'a également interdit de remettre les pieds à cet étage, expliquant que les femmes seraient gênées de voir un homme se balader dans les couloirs, même si cet étage semblait désert. J'ai fait semblant d'accepter, et je me suis excusée pour ma réaction. Mais intérieurement, ma curiosité n'en était que plus attisée. J'ai décidé que je retournerais explorer cette chambre secrète quand Akshay ne sera plus là. De retour dans ma chambre, j'ai tenté de dormir sans succès, troublée par des bruits de pas persistants qui venaient de l'étage interdit. Je n'arrêtais pas de me réveiller. Le lendemain matin, Akshay est venu frapper à ma porte et ma première question fut de savoir pourquoi je ne pouvais pas entrer dans cette chambre spécifique. Visiblement stressé, il m'a répondu que la chambre appartenait à son père et que je devais m'en tenir éloignée. Il a rapidement changé de sujet et nous sommes partis visiter des temples religieux. L'un des temples était grandiose, digne d'un décor de film, avec une architecture impressionnante. Une statue y était vénérée comme un dieu. J'ai observé les traditions. Les fidèles embrassaient le sol, entraient un à un et se présentaient élégamment devant la statue pour lui offrir de l'eau et de la nourriture, certains donnant même de l'argent. Selon Akshay, il demandait des services en retour. Pour moi, ces pratiques semblaient dépourvues de sens, une simple perte de temps. Nous avons ensuite visité le temple le plus célèbre de l'Inde, connu pour ses sculptures détaillées sur pierre. Le dieu principal du temple était Vishnu, représenté s'inclinant sur Ananta, le trône du serpent à 1000 têtes.
Akshay assurait que ces informations étaient authentiques et m'encourageait à faire des recherches pour vérifier ces faits. Tout ça a été très étrange pour moi, et j'ai commencé à prendre des photos de ce temple. En revenant, j'ai remarqué des mendiants tout le long de la route, mais ils mendiaient d'une manière inhabituelle. Ils se mettaient un tissu par terre et s'asseyaient dessus. Akshay m'a expliqué que sous ces tapis, il y avait de la sorcellerie. Alors que nous passions, un mendiant a attrapé mon pied et a fait des gestes pour que je vienne vers lui. Akshay est descendu avec moi pour traduire, mais le mendiant ne parlait pas. Il avait un bol dans lequel il mélangeait divers objets, des épines, des jouets, du cuir et des feuilles jaunes. J'ai demandé à Akshay ce que c'était, et il m'a répondu que c'était grâce à ces objets qu'il pouvait pratiquer la magie. Je me suis levée pour partir, mais je n'ai pas pu bouger. Le sorcier a alors pris ma main, y a posé du cuir et a fermé ma main par-dessus, demandant 14 roupies, que Akshay a payé. Après ça, j'ai pu me lever. Chaque fois que je passais devant un mendiant, il réussissait à m'attirer et à me soutirer de l'argent pour me laisser partir. Au bout d'un moment, il restait un mendiant, et cette fois, c'est moi qui suis allée à sa rencontre, de mon plein gré, parce qu'il vendait des livres. J'ai été assez surpris de voir qu'il s'agissait de livres de magie écrits dans différentes langues. Parmi tous les livres, celui qui m'a attiré était Le Soleil des connaissances. J'ai demandé des informations sur ce livre et le mendiant m'a répondu en arabe. Je lui ai posé des questions pour obtenir plus d'informations et il m'a dit que le livre n'était pas l'original et j'étais assez étonnée qu'il parle en arabe, bien que son arabe ne soit pas parfait, mais j'ai pu le comprendre et j'ai appris qu'il avait des origines iraniennes. Il a expliqué que ce n'était pas un exemplaire original car il était traduit et que trouver l'original serait très difficile, mais possible si j'étais prêt à dépenser plus d'argent. Je lui ai demandé ce que racontait ce livre, et il a commencé à rire, en me disant qu'un journaliste comme moi devrait pourtant savoir de quoi ce livre parle. Son apparence était effrayante, avec des yeux noirs, des ongles longs, et on pouvait même voir ses côtes saillantes. Choquée, j'ai demandé comment il savait que j'étais journaliste. Il m'a dit « Plus tu donnes, plus tu sauras ». Après ça, je me suis levée brusquement, et j'ai commencé à courir en dehors du temple. Akshay a vu mon visage, essoufflé, et a compris que j'avais découvert quelque chose. Je lui ai raconté mon histoire. Il m'a alors demandé si je commençais à croire aux histoires de djinns. À mon retour à la maison, je pensais constamment à ce livre mystérieux que j'avais vu, Le Soleil des connaissances. Dès que nous sommes arrivés, je suis allée directement dans ma chambre pour chercher des informations sur Internet. J'ai appris que c'était un livre de magie qui permettait d'invoquer des djinns. Mon intérêt grandissait de plus en plus. Plus tard, quelqu'un a frappé à la porte, mais quand je suis allée ouvrir, il n'y avait personne. J'ai entendu un autre bruit et j'ai demandé à la personne d'entrer, mais encore une fois, il n'y avait personne. J'étais stupéfait et j'ai commencé à douter, me demandant si Akshay essayait de me convaincre de l'existence des djinns en me jouant des tours. Je me suis mis à faire encore plus de recherches sur ces livres de magie. Chaque nuit, j'entendais frapper à la porte et parfois, il semblait y avoir de la musique et des gens qui dansaient. Un soir, je n'ai pas pu ignorer les sons qui venaient du 3e étage. En montant les escaliers, le bruit s'intensifiait de plus en plus. Arrivée en haut, j'ai vu une jeune femme vêtue d'une robe rouge avec un collier jaune. Elle me faisait signe, mais sans parler. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle ne répondait pas, même en anglais. Elle continuait de danser étrangement et de rire. Je l'ai suivie jusqu'à une chambre dont Akshay m'avait interdit l'accès. Poussée par la curiosité, je suis entrée et un vent fort m'a frappée. J'ai alors aperçu la silhouette de la femme, elle pleurait et elle criait. J'ai tenté de la calmer, mais elle criait si fort que le bruit résonnait dans tout le palais. C'est là que j'ai perdu connaissance. À mon réveil, Akshay était à côté de moi, très inquiet, mais aussi très en colère. Il répétait que j'aurais dû écouter ses avertissements. Il m'a ensuite dit que je devais refermer les portes de l'enfer que j'avais ouvertes et qu'il y aurait un prix à payer. Confus, je lui ai demandé de préciser ses propos. Il m'a répondu que ce n'était pas une simple femme, mais un mauvais esprit. Rama, la mère d'Akshay, est alors intervenue à ce moment-là pour me dire que c'était une âme maudite. Même si elle faisait partie de leur famille, elle avait fait des choses terribles, et elle m'a supplié de ne plus jamais approcher cette chambre. Si quelque chose se passe, ne prête pas attention à ça et ne t'approche pas de cette chambre si tu veux rester en vie et en paix,
m'a-t-on prévenu. Ma curiosité était pourtant plus forte. Je voulais savoir pourquoi. La mère d'Akshay a commencé à être agitée, à cligner des yeux et à se craquer les doigts. Elle semblait assez embêtée. J'ai reposé la question, insistant pour comprendre. À ce moment-là, elle s'est mise à pleurer, ce qui m'a vraiment choquée. Akshay lui a dit qu'elle n'était pas obligée de raconter cette histoire si ça la perturbait à ce point. Mais elle a insisté, affirmant que je devais connaître la vérité après avoir ouvert les portes de l'enfer. Elle m'a alors raconté une histoire tragique. L'âme enfermée dans cette chambre est celle de ma sœur jumelle, Rasha. Elle était remplie de haine, et malheureusement, tout le monde l'a détestée pour son comportement malhonnête. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait et pourquoi elle avait été enfermée dans cette chambre. On m'a informé qu'elle était décédée et que son corps avait été brûlé il y a bien longtemps. Rama a repris la parole pour raconter la nuit de son mariage, une nuit maudite où sa sœur avait décidé de mettre fin à ses jours en buvant du poison pour rats. J'étais remplie de tristesse pour la mère d'Akshay, qui semblait profondément affectée par cet épisode de sa vie. Elle m'a expliqué que sa sœur aimait son mari, le père d'Akshay, et avait tenté de les séparer, mais sans succès. Après leur mariage, tout le monde avait été choqué d'apprendre le suicide de Rasha. J'ai exprimé mes condoléances à la famille et j'ai demandé le lien qu'il y avait entre cette âme et la femme que j'avais vue la veille. Akshay, agité, m'a expliqué « C'est justement l'esprit de Rasha. Maintenant que tu as ouvert la porte, elle voudra se venger et elle t'a dans sa ligne de mire. » J'ai demandé en quoi ça me concernait directement. Il a répondu que je n'étais pas le seul menacé par Rasha. Plusieurs personnes ayant ouvert cette porte, comme les femmes de ménage récemment, avaient toutes trouvé la mort. Perturbée, je demandais à tout le monde de sortir. Je réfléchissais au livre du soleil des connaissances et à l'homme mendiant que j'avais vu près du temple. Il me semblait que c'était le seul qui pourrait trouver la solution à mon problème. J'ai donc décidé que dès le lendemain matin, je le retrouverais, mais sans en parler à Akshay. Cette nuit-là, j'ai rêvé de cette femme. Elle dansait de manière étrange, comme la dernière fois que je l'avais vue. Elle portait une robe de mariée et criait avec une voix très aiguë qui me faisait mal aux oreilles. De sa bouche sortaient des bouts de verre. Elle ressemblait énormément à la mère d'Akshay et prenait par moments l'apparence d'un chien aux cheveux blancs et aux yeux noirs. À chaque fois qu'elle s'approchait de moi, elle devenait de plus en plus petite et floue. Puis elle a commencé à courir vers moi. Et à ce moment-là, je me suis réveillée, extrêmement effrayée. À peine réveillée, j'ai vu une femme vêtue de blanc. Tout tremblant, je lui ai demandé qui elle était et ce qu'elle voulait de moi. Elle m'a répondu avec une grosse voix « Son âme, son âme ». Puis elle a disparu. Effrayée, je me suis allongée sur le lit, fixant le plafond. Soudain, elle est apparue et m'a sauté dessus. Je ne pouvais ni crier, ni bouger, et un liquide noir s'échappait de sa bouche. Choquée, j'ai récité une prière, et elle a hurlé, et j'ai rapidement couru vers la sortie de la chambre en appelant Akshay. J'ai dit à Akshay qu'elle était dans ma chambre. Quand j'ai expliqué la situation, il a donc inspecté la chambre et m'a dit que je devais seulement avoir rêvé. Mais je voyais cette femme partout, je continuais à la voir. Elle était là, et elle ne faisait que rire. Je la pointais du doigt, mais personne d'autre ne pouvait la voir à part moi. Certains ont même commencé à se demander si je devenais fou. J'ai demandé à Akshay si je pouvais dormir avec lui cette nuit-là, et il a accepté. Il semblait se demander si j'étais maintenant convaincue ou si j'avais encore des doutes. Après avoir récité des versets et fait des prières, j'ai réussi à dormir. Le lendemain, je suis partie à la recherche du mendiant, mais il avait disparu comme si la terre l'avait avalé. Ne parlant pas la langue locale et ne comprenant pas ce que disaient la plupart des gens, j'ai marché longtemps jusqu'à perdre espoir. J'ai décidé de me diriger vers un autre temple fréquenté par les touristes, et c'est là que finalement j'ai aperçu le mendiant. Je me suis approchée de lui et je lui ai dit que j'avais besoin de ce livre. Il était choqué en me voyant et ne faisait que me fixer sans rien dire. J'ai insisté, lui demandant combien ça coûterait pour qu'il me ramène le livre original. Il m'a tiré vers lui et a planté une épine dans mon dos. En criant, je lui ai demandé s'il était fou. Il a répondu qu'il y avait un djinn derrière moi et a commencé à décrire la même femme que j'avais vue dans la chambre. Je suis donc restée sans voix. Elle m'avait suivie jusqu'ici. Avec l'épine toujours en moi, je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça.
Il m'a expliqué que c'était une technique de sorcier pour que l'âme ne nous fasse ni du mal, ni à lui, ni à moi. Et que ce djinn, cette âme qui me suivait, était en réalité une âme victime, et qu'elle était maintenant repartie. Il a conclu en disant qu'il savait que je voulais ce livre pour me débarrasser d'elle, mais que cela m'entraînerait dans des problèmes encore plus importants et bien plus sombres que ceux que j'avais aujourd'hui. Quand j'ai demandé pourquoi elle était une âme victime selon lui, alors qu'elle semblait être plutôt malveillante, il a souri de manière étrange et a commencé à ranger ses affaires. J'ai tenté de l'attraper par la main, mais il m'a repoussé. Il était très maigre, mais sa force m'a fait tomber par terre et tous mes os me faisaient mal. Il m'a alors regardé et m'a dit que si je voulais connaître la vérité, je devais le suivre. C'est exactement ce que j'ai fait, bien que je continuais à poser des questions sans obtenir de réponse. Nous avons marché dans un petit quartier sale, avec des ruelles très étroites, jusqu'à arriver devant une maison délabrée. Malgré mes hésitations, je l'ai suivi à l'intérieur. La maison était assez petite, avec juste une chambre et des toilettes, et un grand placard plein de bouteilles. Il a commencé à craquer ses doigts, et m'a demandé de m'asseoir. Je me suis rapprochée du sorcier pour comprendre pourquoi il disait que l'âme était une victime. Il m'a expliqué qu'il était possible d'invoquer cette dame pour connaître son histoire. Il a mentionné que les âmes victimes pouvaient être distinguées par un signe sur leur tête et que leur apparence triste contrastait avec celle des esprits sombres qui semblent toujours heureux. Intriguée, j'ai accepté de procéder à l'invocation. Le sorcier m'a expliqué qu'il existait plusieurs méthodes d'invocation, mais que la meilleure consistait à se rendre là où elle était morte et à utiliser un miroir pour l'appeler après minuit. J'ai donc appelé Akshay pour l'informer que j'avais trouvé une solution. Toute la famille m'attendait à mon retour, implorant le sorcier de les libérer de cette malédiction. Le sorcier a insisté pour qu'on n'allume pas les lumières, quel que soit l'événement, et pour que nous prions pour apaiser la colère de son âme. À 23h30, nous avons commencé à préparer la chambre avec un drap blanc, des bougies et 3 miroirs. Il m'a demandé de me tenir debout devant un miroir et a ordonné à Akshay et son père de ne pas m'approcher, quoi qu'il arrive. Quand l'heure est venue, je me suis postée devant le miroir, appelant la femme par son nom, mais rien ne s'est passé. Le sorcier m'a alors fait signe et j'ai entendu des bruits provenant du miroir. En regardant de nouveau, mon reflet avait disparu et j'ai vu une lumière blanche s'approcher. Soudain, la femme en question, Racha, est apparue, son visage près du mien, les yeux et la bouche grandes ouvertes. Le sorcier a commencé à lire des incantations que je ne comprenais pas, et mon cœur battait à tout rompre. J'ai demandé à Racha ce qu'elle voulait de moi, mais elle continuait de me fixer sans répondre. Suivant les instructions du sorcier, j'ai demandé à Racha de retourner dans son monde. Ses veines saillantes et ses cheveux emmêlés, ses yeux virant au rouge sang, elle a crié fort en disant qu'elle n'était pas Racha, mais Rama. À ce moment-là, le miroir a éclaté et toutes les bougies se sont éteintes. Apeurée, j'ai entendu un bruit fort, comme si quelque chose s'était brisé. J'ai crié le nom d'Akshay et j'ai cherché l'interrupteur pour allumer la lumière, mais en vain. Le sorcier m'a appelé par mon nom et en me dirigeant vers sa voix, je l'ai trouvé. Il m'a assuré que tout le monde allait bien, mais il a insisté pour que je continue de parler à Rama pour en savoir plus. Quand elle a tenté de m'attaquer, j'ai jeté la poudre que le sorcier m'avait donnée sur elle. Elle s'est alors arrêtée et a commencé à raconter son histoire. Rama était celle qui devait se marier avec le père d'Akshay, mais sa sœur jumelle, Racha, lui avait donné une boisson empoisonnée et avait usurpé son identité. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait pu faire la différence entre les deux sœurs. La mère d'Akshay, qui se faisait appeler Rama, était en réalité Racha. Elle avait empoisonné sa propre sœur jumelle pour prendre sa place, car elle était amoureuse du père d'Akshay. Racha n'était donc pas celle qu'elle prétendait être depuis toutes ces années, et la vraie Rama avait été tuée. Et c'est elle que j'avais vue dans cette chambre et qui m'avait suivie. Après avoir récité une incantation, j'ai entendu un cri, celui d'une femme, pas d'un démon. Lorsque la lumière s'est finalement allumée, Akshay et son père étaient stupéfaits. Ils venaient d'apprendre la vérité sur Rama. Après quelques semaines, l'enquête sur la mort de Rama a été rouverte et il s'est avéré que tout ce qu'on avait appris était bien vrai. Racha, la mère d'Akshay, avait littéralement volé la vie de sa sœur jumelle, Rama. Elle a été inculpée pour usurpation d'identité et meurtre. En tant que journaliste, j'ai publié un article explosif sur cette histoire.
À la base, j'étais venue en Inde pour découvrir si le monde des djinns existait vraiment. J'avais non seulement découvert que les djinns existaient bien, et je pouvais en témoigner car je l'avais vu de mes propres yeux, mais mon passage en Inde et dans la famille d'Akshay avait également permis à cette famille de découvrir la vérité, même si honnêtement, j'aurais préféré qu'il en soit autrement. C'est la fin de l'histoire de ce journaliste. J'espère que cette nouvelle histoire vous a plu. Personnellement, je la trouve fascinante. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin quand je l'ai découverte. Je pensais que notre journaliste allait simplement découvrir des choses terrifiantes, comme ce que je vous raconte dans la plupart de mes histoires. Mais ici, c'est assez différent, étant donné que non seulement il a découvert que le monde des djinns existait vraiment, mais il a également mis le doigt sur un drame familial terrible. J'espère vraiment que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires sans exception, alors n'hésitez pas à m'écrire et à me donner votre avis sur l'histoire et également à me donner des petites suggestions pour les vidéos prochaines que vous voudriez voir sur la chaîne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on essaye de vous raconter des histoires de plus en plus longues parce qu'on a remarqué que c'était ce qui vous plaisait beaucoup. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.